Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Break. Alors aujourd'hui on est super content, donc 12e épisode du Break, en plein jour férié, pas de pause pour le Break, pas de jour férié. Et en ce jour férié, donc qui n'est pas un jour férié pour nous, on reçoit Ibrahim Ouassari. Bonjour Ibrahim. Bonjour à vous deux. Merci pour l'invitation en ce jour férié. Je ne sais pas à qui je dois envoyer la facture, mais il l'aura à 200%. Ça, c'est pour ça qu'on le répète beaucoup, tu vois. Ouais, mais attends, mais moi j'ai laissé des enfants. Mais on va te dire beaucoup merci sur l'émission. Vous avez on va dire plein de fois merci. J'ai laissé plein de gosses à la maison tout seul, tu vois, et j'ai piqué la voiture de ma fille pour arriver. Bref. C'est que je vous aime, les gars. Donc, faites ça bien et répétez-moi merci plein de fois. Merci en tout cas. Ça fait plaisir de te voir ici à Charleroi. Avec plaisir. Moi aussi, ça me fait super plaisir d'être à Charleroi. Alors, Ibrahim, tu es créateur de Molengeek, Charlewood. On va en parler après. Moi, je t'ai rencontré suite à une discussion avec Thomas Dermine qui m'a dit, d'ailleurs, on le salue s'il nous regarde, il faut absolument que tu rencontres Ibrahim. Donc, je suis arrivé par hasard à la soirée partenaire, enfin à la soirée de présentation du projet Charlewood. Puis je suis venu au hackathon où je pensais rester 5 minutes. Je suis resté quasi tout le week-end. Est-ce que c'est la première question, une particularité avec toi et tes projets, c'est qu'on pense qu'on y arrive pour un petit moment et en fait on y reste. Parce que quand je vois les équipes qui sont autour de toi, c'est un peu ce qu'ils nous disent. Est-ce que c'est une particularité d'Ibrahim Ouassari ? Non, c'est pas ma particularité à moi, mais c'est vraiment la particularité des événements qu'on crée, de l'esprit qu'on essaie d'y amener, de l'esprit communautaire, de l'entraide qu'on essaie d'y amener. Et il y a beaucoup de personnes, il n'y a pas que toi, même à la RTBF, ça se passe comme ça, même avec des partenaires comme Proximus, Elia. Ils se disent, on va structurer le truc, on va venir coacher juste 2 heures le samedi pour que les gens, ils ont leur week-end de libre. Ils viennent les 2 heures le samedi à 10h du matin et ils repartent à 19h le matin. C'est toujours de cette manière-là, mais tu sais, quand il y a cette énergie, cette atmosphère, c'est super difficile de quitter, alors tu t'arranges pour y rester. T'es limite mal à l'aise de quitter en fait. Quand tu t'en vas, tu te dis, j'aurais quand même voulu rester. Mais tu vois, il y a le terme mal à l'aise parce que t'es gêné de quitter, mais il y a le terme mal à l'aise, parfois t'as envie de rester. Ah oui, parce que t'es bien en fait. Ouais, tout à fait, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Et je vais te raconter une anecdote. Il y a le CEO d'Elia, on avait envoyé une équipe participer à un hackathon chez Elia, et donc le CEO, il arrive là, en genre, le hackathon commence en matinée, donc je passe la matinée et puis je vais signer mes papiers, tu vois. Il arrive là, il appelle sa secrétaire, il fait, tu m'annules tous mes rendez-vous sur les 2 jours qui arrivent. Moi, je fais ça ici. Et les rendez-vous que tu n'es pas annulé, on a une salle ici, je fais les meetings ici. Donc voilà, il est resté les 2 jours, il a rencontré les jeunes de Molengeek, il a rencontré plein d'autres personnes qui ont participé au projet. Je pense que c'est même le hackathon, l'énergie qu'on y met, l'enthousiasme et tout ça, c'est ça qui fait que les gens restent. Alors Ibrahim, tu es le fondateur de Molengeek et tu as un parcours assez atypique. Est-ce que tu pourrais nous en parler en quelques mots ? Donc comment tu es arrivé à créer Molengeek ? On a combien de temps ? Voilà, on a le temps. Je facture de l'heure. Dans le break, on a le temps. Écoute, je sais pas par où commencer, parce que si je commence vraiment dès le début, donc je vais te donner un peu le contexte d'où je viens. Donc je suis l'avant-dernier d'une famille de 8. J'ai un grand frère qui est juge, 2 autres frères ingénieurs, j'ai ma sœur qui est licenciée de l'université de Cologne. Et moi, j'ai quitté l'école à 13 ans. Voilà. J'ai quitté l'école, j'avais tout le soutien scolaire et tous les rôles modèles qu'il fallait à la maison, mais j'ai quand même, ça n'a quand même pas fonctionné le système scolaire avec moi. Et puis, j'ai découvert, pour résumer, l'informatique un peu par hasard à mes 19 ans, parce que je voulais télécharger de la musique en ligne. Là, je te parle d'avant 2000. J'avais 19 ans, c'était avant l'année 2000. Ok. Donc, je voulais télécharger de la musique et donc il y a un collègue qui est devenu un ami, David, qui téléchargeait de la musique pour moi et donc vu que moi j'écoutais tout ce qui était Tupac, Notorious Big et lui il écoutait de la techno, il m'a fait écoute, et on avait des bandes passantes vraiment 56K à l'époque. C'était une catastrophe. Tu vois, pour télécharger un morceau, il fallait attendre 3-4 heures. Donc si tu voulais l'album, c'était 2 jours, tu vois, c'était une catastrophe. Et donc Davy m'a dit clairement, écoute Ibrahim, je t'aime beaucoup, mais achète-toi un ordinateur, mets-toi une connexion internet et je te montre comment faire. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté un ordinateur, je me suis mis une connexion internet. Et il était super tard, j'avais des problèmes à installer ce software pour télécharger, donc il était super tard. Et donc, je n'osais pas appeler Davy. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Yahoo parce que Google n'existait pas. Il n'y avait pas YouTube, on ne savait pas demander non, il n'y avait pas. YouTube. Tout ça n'existait pas. Donc, Google n'existait pas. Donc, j'ai été sur Yahoo. J'ai cherché, j'ai trouvé des forums qui parlaient de cette application-là. J'ai posé ma question avec un anglais super pourri, vu que j'ai quitté l'école super tôt.
Et le lendemain, un Japonais me répond en me disant « essaye ça ». Et donc, il me donne une solution, j'essaye, ça fonctionne. Et là, t'es piqué en fait. Voilà. Et donc là, je sais ce que je veux faire. Donc, je quitte mon job d'intérim. Donc, j'avais un job en intérim. Donc, j'arrête de signer mes contrats hebdomadaires. Je me lance en indépendant. Et je deviens consultant en informatique. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à recruter des personnes. J'ai ouvert plusieurs boîtes et je me suis retrouvé à la tête de 4 boîtes avec plus d'une vingtaine d'employés. Alors que voilà, le seul diplôme que j'ai, c'est mon permis de conduire. Et c'est le seul qui est tchèque. Et j'ai dû réussir ma théorie quand même pour le permis de conduire. Ouais, quand même, t'as dû étudier. J'ai un peu galéré quand même. Et puis voilà, et je suis devenu un peu un rôle modèle, je t'avoue, dans le quartier à Molenbeek. Donc vu que j'étais consultant en informatique, j'avais mes boîtes, j'avais des consultants que je plaçais, je gagnais bien ma vie. Et donc je roulais avec de grosses voitures allemandes, si tu vois ce que je veux dire. Et donc pour les jeunes, j'étais un peu un rôle modèle. Et quand ils me demandaient quel type d'études il fallait faire pour être comme moi, chaque fois j'avais du mal à répondre, mais je leur disais informatique, mais il faut rester curieux, il faut aller sur Google, YouTube, vous allez trouver plein de choses. Et puis de fil en aiguille, j'étais un rôle modèle pour d'autres types de jeunes aussi qui avaient déjà quitté l'école. Et ces jeunes-là, j'avais pas de réponse à leur donner, sauf va sur Internet et tire ton plan. Et c'est pas suffisant pour certains jeunes. Moi, c'était suffisant pour moi, mais pour d'autres, ils ont besoin d'un petit encadrement au départ pour pouvoir se lancer. Et l'envie. Et ça, c'est le germe de Molengeek. Voilà, ouais, l'envie de créer de Molengeek, elle est venue là pour cela, pour dire, je voulais vraiment créer un espace où on puisse prouver à ces jeunes sans background académique que les technologies étaient accessibles. Aujourd'hui, quand on lance une formation, on a à peu près entre 150 et 200 personnes qui postulent pour participer à cette formation, alors qu'on n'a que 15 places. Donc je pense que ça, on leur a prouvé que c'était possible. Maintenant, on travaille sur d'autres challenges avec les entreprises et on essaye de aussi les convaincre qu'ils doivent ouvrir leur esprit et leur état d'esprit par rapport à ce genre de candidats aussi qui ont toutes les compétences techniques nécessaires, mais qui n'ont peut-être pas parfois le petit diplôme qui fait « Ah, j'étais un bon élève à l'école ». Et donc Molengeek, on peut parler de success story. Si tu devais, parce que nous on est venu visiter, donc on connaît bien le projet, mais si tu devais le pitcher en quelques mots, aujourd'hui Molengeek c'est quoi? Molengeek, c'est un écosystème digital qui a pour mission de rendre accessibles les technologies à tous, et on le fait grâce à 3 piliers qui sont les événements du type Hackathon, Startup Weekend et Talk et Workshop. Le deuxième pilier, ce sont les formations. On a toute une palette de formations dans le digital. Et le troisième pilier, c'est l'incubateur à start-up. Donc, on pousse à l'entrepreneuriat une fois qu'ils ont acquis leurs compétences techniques et digitales. Voilà. Alors, pour monter un tel projet, j'imagine que tout n'est pas toujours rose. C'est quoi les grosses difficultés que tu as pu rencontrer justement pour, à un moment donné, y arriver? Et encore aujourd'hui, c'est quoi les grosses difficultés que tu rencontres? Je pense que c'est les mêmes que tout au début, parce que Molengeek va en évoluant. Donc, on grandit, mais aussi nos services évoluent. Si je dois essayer de te donner un petit historique, on a commencé par des hackathons, et puis donc c'est des événements juste le week-end. Oui. Puis on en a fait 2, puis on s'est dit il faut quand même arriver à faire un suivi pour les projets qui naissent de là. Donc on a créé un incubateur. Puis là, il y a eu plein de jeunes qui sont venus. Donc, il y en a plein qui sont venus avec des projets, plein qui sont venus avec des compétences techniques parce qu'ils étaient à l'école. Mais l'écrasante majorité venait sans projet et sans compétences techniques, mais ils voulaient faire partie du mouvement, tu vois. Et donc, pour cela, on s'est dit, on va au moins leur donner les compétences techniques. Donc, on allait créer des formations, tu vois. Oui, Ça se développe toujours par rapport à la demande du public qu'on a. Et nous, on s'adapte toujours au public qu'on a. Et donc, les challenges, j'ai envie de te dire, c'est le même qu'au tout début, c'est convaincre des personnes qui sont dans des modèles. Et là, je te parle pas de convaincre des jeunes, je te parle de convaincre des partenaires, tu vois, de leur dire, au fait, on va essayer de faire ça. C'est très utopiste peut-être, mais on va y arriver. Casser les codes. Voilà. Casser les et codes. Une fois que tu arrives à convaincre, ça va, tu y arrives, tu vois. Mais voilà, comme je te dis, on se développe sur plein de projets différents. Là, il y a un projet qui me ramène beaucoup au début de Molengeek. C'est on travaille sur un fonds d'investissement pour pouvoir investir dans les projets qui se lancent dans l'incubateur. Ah ouais. Tu vois, parce que voilà, quand tu te lances
tu veux lancer ton projet, tu as besoin de financement pour pouvoir travailler sur ton projet, pour pouvoir te concentrer sur ton projet. Si tu les as pas, tu vas aller trouver des clients, mais bon, ça va te faire des journées de 15 heures. Tu vas te commencer avec les semaines et le temps que tu te fatigues sur ton projet, en fait. Et tu te focalises sur ce qui paye, donc tes clients, et donc ton projet, tu le laisses un peu tomber. Et donc l'idée, c'est bien de créer des web agencies et tout ça, ça crée de l'emploi. Un petit peu, c'est très bien, mais l'idée, c'est d'essayer de rêver et d'essayer d'avoir un Odoo ou un Colibra, tu vois. Et donc, tu vois, ce projet de fonds d'investissement, c'est encore convaincre, parler, expliquer, et essayer de convaincre, tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment un challenge. Convaincre les personnes, c'est le plus important. Et aujourd'hui, le projet Molengeek rayonne à l'international. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Aujourd'hui, à l'international, on est en Europe, on est dans 8 villes. Donc, on en a 4 en Belgique. Donc, on est à Charleroi, bien sûr. On a à Molenbeek, on a à Laken et on a à Anvers. Et on est aux Pays-Bas, à Amsterdam, Rotterdam et Utrecht. Et on est en Italie, à Padoue. Et normalement, on est très, très bientôt à Casablanca. Et là, c'est la première ville hors Europe qu'on va ouvrir. Donc, oui, ça s'est fait un peu naturellement. Donc, en gros, c'est quoi ? C'est vu qu'on avait une très, très bonne presse nationale, mais aussi internationale, il y a des Italiens qui nous ont vus sur Euronews et ils nous ont dit, c'est exactement... On veut faire le même. C'est exactement ce dont on a besoin. C'est exactement ça qu'ils nous ont dit. Et puis après, on est passé sur une chaîne nationale néerlandaise, donc aux Pays-Bas. Mais c'est pareil, il y a toute une équipe, ils nous ont pris contact avec nous en disant « Nous, on veut faire ça parce que ça a énormément de sens. » C'est des locaux qui créent ça, exactement. En fait, en prenant exemple et Exactement. Nous, on a aucun crédit pour aller dire aux Hollandais ou aux Italiens comment faire pour faire les choses. Nous, on leur donne des guidelines claires, donc des choses où ils peuvent pas, des modèles où ils peuvent pas, et des obligations, c'est quasiment des obligations. Par exemple, tout doit être gratuit. C'est ça. Les candidats ne doivent rien payer. Ça ne doit pas être un modèle payant. Une autre guideline, c'est il doit y avoir les formations, les événements et l'incubateur obligatoirement. Donc des choses comme ça qui leur permettent, et nous on leur fournit tout le programme des formations bien sûr, qu'ils traduisent et qu'ils adaptent. On les aide à lever les fonds. On fait en sorte aussi de les mettre en contact avec nos partenaires de leur pays respectifs. Mais le plus important dans ça, c'est vraiment l'équipe qui monte le projet. On reçoit énormément de demandes de différents pays à travers le monde pour ouvrir ça, pour ouvrir un Molengeek dans leur pays. Mais ils ne se rendent tellement pas compte de ce que c'est comme charge de boulot qu'on a même mis un process en place. Il y a un site qui s'appelle buymolengeek.com. C'est vrai, véridique, vous allez aller dessus. Ça s'appelle buymolengeek.com et donc tous les gens qui veulent l'ouvrir, on leur dit allez dessus, remplissez le formulaire. Quand on regarde un peu, quand on regarde la capacité du projet, quoi. Que la personne soit un peu sérieuse, parce qu'au départ je faisais beaucoup trop de meetings avec des personnes qui voulaient faire ça en plus après le boulot. Enfin, c'est impossible, c'est des choses impossibles. Donc on a mis un process en place et donc il y a plein de personnes très sérieuses qui viennent nous voir. Donc comme là avec le Maroc, on va le lancer bientôt, comme avec l'Italie et tout. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu qui ne se rendent pas compte, je pense. Elles sont un peu curieuses, elles ne se rendent pas compte de la charge de boulot que c'est de convaincre les gens. Et au final, donc, le projet rayonne tellement qu'en janvier 2020, il y a même Sundar Pichai, donc le CEO de Google, qui s'est rendu dans vos locaux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, cette visite, et dans quel contexte il est arrivé ? Il m'a envoyé un SMS. C'est bien, c'est Sundar, donc moi je réponds pas direct. Voilà. Blague à part, comment ça s'est passé ? Écoute, Sundar était de passage à Bruxelles pour une journée et il devait se rendre à Davos le lendemain. Et ils lui ont proposé des activités qu'il pouvait aller voir et dès qu'il a découvert Molengeek là à ce moment-là, il a dit ça je veux voir. C'est ça que je veux voir. Il devait aussi passer juste une demi-heure, il est resté 1h30 je pense avec nous, à parler avec les jeunes, à discuter, à visiter, à poser plein de questions.
C'est quelqu'un qui, je pense qu'on a touché énormément parce que il faut se rendre compte aussi que cette personne n'est pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Il est né en Inde. Il m'a dit la première fois que j'ai eu affaire à de la technologie, c'est quand mon père a acheté un frigo et j'avais 6 ans. Donc voilà, c'est des choses où lui, il me dit clairement, les digital et les technologies ont changé ma vie. Donc je comprends exactement ce que tu es en train de faire ici avec les jeunes de Bruxelles ou les jeunes de Charleroi. Il dit, je comprends où tu veux en venir. Et donc, oui, et je pense aussi qu'on l'a touché parce que sur le moment même, je te dis, il parlait de nous partout, même à Davos, il a parlé de nous. Bref, le lendemain, dans son intervention d'1 heure, il a commencé à parler de Molengeek à Molenbeek, à Bruxelles. Donc le gars, il était là, ouais, mais de quoi il me parle? Il était là en train de prêcher pour notre paroisse. Et 1 an après, il nous a cité comme dans The Wired, exactement dans le magazine. C'est un peu la Bible des technologies en Grande-Bretagne, ce magazine. Et il nous a cité comme... donc ils l'ont interviewé et ils lui ont posé la question quelle était... pour lui, les innovateurs qui créent un meilleur futur, et il a dit, Molengeek, il nous a cité nous. C'est beau ça. Respect. 1 an après, quand même, on est encore dans sa tête. C'est pas le lendemain, ok, exactement. Mais 1 an après, ça veut dire qu'il a quand même pas oublié sa visite, quoi. Non, c'est ça, tu vois, tu te dis quand même, t'aurais pu avoir des doutes, mais 1 an après, tu te dis, on est resté dans sa tête, quoi, clairement. Alors, tu es aussi rentré au conseil d'administration de Proximus. Comment ça se passe, l'arrivée d'Ibrahim Ouassari au conseil d'administration de Proximus? On en a rigolé pour l'anecdote, on a été manger, on en a rigolé et tout, donc je me suis dit, je vais quand même le lancer là-dessus. Écoute, ça s'est passé, je t'avoue, plus soft que je l'avais prévu, donc ça s'est super bien passé, sauf qu'au départ, c'était en distanciel. Oui, c'est juste arrivé. Ouais, j'arrivais en plein dedans, moi, donc à cause du Covid, c'est en distanciel. Mais je pense qu'ils ont appris à me connaître dès que ça a été en présentiel. Et donc, non, voilà. Je vais te dire comment ça se passe maintenant. Juste pour ton info, en fin d'année, tous les administrateurs ont reçu un cadeau. Et le cadeau, c'était un hoodie Proximus. Parce qu'ils étaient jaloux du hoodie que j'avais. Tu vois. Et donc, tous les administrateurs qui étaient là, ils ont tous reçu un hoodie à capuche Proximus parce qu'ils ont fait presque une rébellion en disant mais c'est quoi ça, lui il a un hoodie, mais moi j'en ai pas. C'est quoi ce favoritisme? Et donc voilà, non mais franchement je pense que les premiers CA que j'ai eu avec eux, de plus en plus ils comprennent ils comprennent le positionnement. J'amène quelque chose qui est totalement manquant à CA là. On a un CA de qualité, vraiment avec des personnes au niveau légal, avec des expertises de fou au niveau légal, au niveau financier, au niveau technologie, au niveau de business, plein de choses. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est un CA de caïd, quoi. C'est pas les CV qu'ils ont. Les administrateurs doivent se présenter à l'Assemblée Générale, donc genre une présentation. Donc tous les autres sont là à se présenter, ça dure 5 minutes tellement qu'ils ont un CV de fou, tu vois. Moi, je suis là, je fais, c'est moi. Je te jure, c'est encore en ligne. Je crois que ça a duré 2 minutes. En disant, voilà, j'ai fait ça. Je suis heureux de rejoindre le truc, Proximus. Ouais, ils ont quand même approuvé. Hein. Ils ont quand même accepté. Ils ont quand même accepté, mais vraiment, on a un CA vraiment de qualité, tu vois. Et toi, moi, j'amène ce côté vraiment start-up, économique, avec du sens, ça veut dire le côté sociétal aussi, tu vois, où parfois ce truc il est manquant parce que il est juste, c'est pas l'expertise des personnes qui sont là. Voilà, moi c'est l'apport des gens, mais dans le bon sens du terme. Est-ce que justement, toi, t'amènes pas cette... parce que, allez, quand on va visiter Molengeek, c'est le truc le plus inspirant, c'est vrai, quoi, tout ça. Mais non, mais c'est fou hein, que tu me dises ça. Non, le deuxième qui me dit ça. Dans le sens où tu te retournes, il y a des gens partout. Enfin, c'est pas. Tu sais qui me dit ça aussi? Paul Magnette. Il me dit ça, t'as pas pu l'inventer. Tu vois le fait qu'il y ait des gens et tout, t'as pas pu inventer ça. Je crois que j'ai une équipe d'acteurs que je paye. Tu vois. Venez les gars, on y va. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Et c'est fou que j'ai ce feedback-là assez souvent. Que ce que retiennent les gens, c'est vraiment pas la visite que je leur fais ou quoi.
mais c'est vraiment l'atmosphère qui a là. Ah ouais, non, c'est clair. Ouais, l'effervescence. C'est clair. L'effervescence qui a là, exactement le C'est travail. le truc, tu rentres dans une salle, il y a 30 personnes, tu refermes la porte, tu te dis, bon, ben ça, c'était la salle de 30 personnes, mais en fait, celle d'après, il y a 50 personnes dedans. Et c'est un peu la même ambiance, en fait, parce qu'on a eu l'occasion de se croiser au AK News. Et en fait, quand on est venu visiter tes locaux, c'est la même ambiance, en fait, dans tes locaux qu'au AK News. Donc, il y a de l'effervescence un peu partout, ça court, ça bouge, il y a des gens derrière des ordinateurs. Donc, ça crée des choses. C'est vraiment ça, en fait, l'esprit Molen Geek. C'est ça, c'est au fait, c'est créer un endroit où tu peux venir développer tes compétences ou ton projet, mais de manière la plus agile, la plus productive et la plus, je vais pas dire cool, c'est pas le mot, agréable possible. Tu sais, c'est très collaboratif. Tu as vu les tables, on a des tables carrées. Et du coup, efficace, en fait. Mais- c'est ça où parfois, dans le monde de l'entreprise, tu te dis que ça, c'est pas efficace. Parce que mais en fait, justement, est-ce qu'il n'y a pas un changement de paradigme, en fait, par rapport à tout ça? Et c'est peut-être ça que tu dis, l'élément manquant que tu peux amener, parce que c'est une nouvelle manière de travailler, en fait. On essaye, on travaille actuellement avec plusieurs entreprises pour les aider à amener ce mindset, donc cet état d'esprit digital De partage, en fait. Oui. chez leurs employés. Tu vois, C'est ça. il y a des entreprises, des très grosses entreprises qui existent depuis des années, tu vois. Et le truc, c'est qu'ils ont des personnes qui ont 20, 30 ans de carrière, tu vois. Ils ont toujours fait la même chose. Ils ont évolué, tu vois, mais ils ont toujours fait la même chose, tu vois. Et en gros, quand tu viens avec cette révolution digitale d'aujourd'hui, ils te disent « Oh mec, moi mon boulot, je le connais, de quoi tu me parles, c'est comme ça que ça doit être fait. » Et donc, ce qu'on a arrivé à faire avec les jeunes, tu vois, de les convaincre que c'est accessible, on est en train de le faire avec certaines entreprises et de convaincre que le digital, même s'il a encore 15 ans de carrière à tirer ou 10, tu vois, il a accès à ça et qu'il a les compétences pour pouvoir prendre ça en main aussi. Et donc, on travaille pour mettre cette atmosphère en place de collaboration, tu vois, de partage, de faire en sorte que c'est toute une team qui va vers le haut et pas juste un Thomas qui perce hey, madame, c'est moi qui ai compris, tu vois, ou c'est moi le premier qui est fini. La collaboration à l'école, on appelle ça la triche, on est d'accord. Tout à fait, tu as raison. mais t'as raison. Mais ouais, mais nous, et dans une entreprise... En fait, on forme les gens à ne pas fonctionner comme ça. On forme les gens d'une manière individualiste. Tout à fait. On forme les gens d'une manière égoïste. On forme les gens d'une manière, toi, tu vas me prouver que tu es le meilleur. Avec des points, avec des systèmes de points. Tu tout à fait. Et toi, tire ton épingle du jeu. Ton voisin, tu t'en fous. Alors que si on les formait, on les éduquait en leur disant, en fait, ici, l'individu... Faut gagner tous existe, ensemble. Mais en même temps, il y a le groupe qui existe aussi. Et c'est ensemble qu'on va monter. C'est toute une autre dynamique que tu amènes. Tu amènes une dynamique qui fait que la personne qui a tout compris, elle se sent valorisée parce qu'elle l'explique et elle apprend aux autres. La personne qui a moins compris, eh ben, elle se sent soutenue, tu vois, parce qu'elle avance, tu vois, et ça crée une dynamique qui est tout autre, tu vois, qui est, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de jugement, tu vois. À Molen Geek, on juge pas les gens. C'est vraiment un espace safe où les gens peuvent venir apprendre en essayant des choses, en ratant et en apprenant de leur échec. On s'adresse aux NEET. Je sais pas si tu vois c'est quoi. C'est Non-Education, Employment and Training. Donc, c'est les gens qui ont quitté l'école comme moi, tu vois. Ces gens-là, quand tu rates à l'école, eh ben, tu rates ta vie professionnelle vu que tu n'as pas de diplôme, vu que tu n'as pas de vie professionnelle, eh ben, tu n'as pas de vie sociale vu que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de boulot, tu vois. Donc, ce que tu fais, tu t'enfermes dans ta chambre à jouer aux jeux vidéo. Et donc, tes parents voient ça, même ta vie familiale, tu la foires, tu vois. Quand tu passes d'échec en échec, à un moment, tu vois, tu as plus envie de prendre de risques. Tu n'as plus envie de rater. Tu n'as plus envie d'être déçu de toi-même. Tu n'as plus envie de tenter, en fait. Non, tu n'as plus envie parce que tu vas rater encore et tu vas encore être déçu de toi-même. Tu imagines l'image que tu auras de toi-même, encore toi. Parce qu'à un moment, tu acceptes que tu es un nul, que tu es un loser. Ouais, c'est ça. Quand toute la société te répète que tu es un loser, quand à l'école, on te le dit, quand dans le milieu professionnel, on te le dit, quand tes amis te disent ben, moi, j'ai ce job-là, toi, tu es un peu moins, mais c'est pas grave, tu es un loser, mais on t'aime bien, tu vois. Et quand ta famille te dit, bah, t'es un loser, tu restes chez toi, tu vois, tu es dans ta chambre en train de jouer, t'as pas de fond. Tu l'acceptes, cette image de loser. Tu dis, ok, je suis un loser, tu vois. Et tu te sens plus capable de faire des choses. Et donc, t'as plus envie de risquer, t'as plus envie d'être déçu de toi-même et tout. Et pour pouvoir activer cette personne-là, lui redonner envie de risquer et de se considérer autrement, il faut vraiment qu'il ait un espace de sécurité, un safe space où il va pas être jugé, où on va pas l'évaluer,
on va pas le mettre sur une échelle par rapport aux autres. On va vraiment le respecter dans ce qu'il est et on va l'accompagner dans ce qu'il est pour arriver à nos objectifs communs à tous, tu vois. Et ça, c'est pas la même dynamique à l'école. Tout à fait. Alors, on a beaucoup parlé de Molengeek et Charleroi dans tout ça. Charlewood. Donc, tu crées un projet à Charleroi en plein Covid. Ouais. Vraiment au moment le plus compliqué. Et comment ça se passe? C'est quoi ton arrivée finalement à Charleroi? Je pense qu'on est venu à Charleroi en janvier 2021, donc en plein Covid. Ouais. On a lancé ce truc avec un hackathon en ligne. Ouais. On a lancé un hackathon en ligne au tout début, tu vois, parce qu'on ne pouvait pas rassembler les gens. Et donc, on l'a fait en ligne. Et on s'est dit, je ne sais pas comment ça va se passer et tout, tu vois. Mais on a eu 130 personnes qui ont participé. Moi, la grosse claque que j'ai eue de Charleroi, et encore une fois, je ne connaissais pas bien Charleroi. J'étais déjà venu une dizaine de fois, mais tu vois, c'est genre 2 heures de réunion, puis je m'en vais, tu vois. Je ne connaissais pas. Et donc, j'avais mes billets par rapport à Charleroi. Les gens me disaient aussi, tu vois, Charleroi. Tu vois. Et c'est pas par rapport... on me disait, voilà, c'est la Wallonie, les gens, taux de chômage, tu vas à la RTBF, dans les bâtiments de la RTBF, tu vois, les syndicats et tout, oh là là, dans quoi tu te mets, tu vois. On m'a dit clairement dans quoi tu te mets. Et vraiment, quand on a lancé le projet, j'ai reçu claque après claque après claque par rapport à tout ce qu'on m'a raconté, par rapport avec les gens sont incroyables à Charleroi, c'est ça que tu veux dire? Non, mais c'est vraiment ça. Comment tu fais pour avoir 130 participants dans un hackathon en ligne avec 13 projets où ils bossent tout le week-end, il y a une énergie dingue qui se partage, comme tu l'as vu, mais en ligne, c'est très difficile. Ouais, tout à fait, c'est encore autre chose. Ça s'est fait, il y a eu beaucoup d'énergie à ce moment-là. On a fait des recrutements, on a eu des promotions, des gens qui n'ont rien lâché pendant 6 mois, ils sont venus apprendre, ils étaient dans des situations difficiles socialement, économiquement et tout ça, et ils n'ont pas lâché leur formation. Et maintenant, il y en a qui travaillent à la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y en a qui travaillent à la RTBF même, il y en a qui bossent dans d'autres entreprises, et j'en suis super fier. Les hackathons, regarde, tu as vu les projets qu'il y a eu au Hacka News, l'énergie qu'il y avait aussi. Non, les Carolos, ils m'ont surpris tous les jours, je te dis. Mais c'est vraiment des gens exceptionnels. Moi, je les trouve très accueillants déjà. Et je te parle des Carolos. Hein. Donc, vraiment, les gens, hein, tu vois, sont super accueillants, tu vois. C'est souvent un retour qu'on nous fait en disant, finalement, quand on arrive, on a plein d'a priori. Ouais. Et en fait, les gens sont cool. Enfin, je suis désolé de tomber dans ce cliché, mais c'est vraiment ça. C'est un peu comme les ch'tis, en fait. Non, mais c'est vraiment ça. Tu ramasses vraiment une claque parce que tu sens que les gens... Charleroi a sa propre culture, ça c'est clair. Elle a sa propre autodérision. Moi, j'oserais jamais, tu vois. Mais eux, ils sont là, ouais, baraki, pas baraki, tu vois. Moi, j'oserais pas, tu vois. Mais eux, ils ont leur culture, leur autodérision et tout ça. Et de l'autre côté, c'est des bosseurs. Moi, ceux avec qui j'ai bossé à Charlewood, c'est des gars qui bossent, c'est des travailleurs, c'est des gens qui savent vers où ils vont. Qui vont au charbon. Ouais, qui vont au charbon, sans mauvais jeu de mots, tu vois. Ils vont vraiment au charbon, tu vois. Et ça fait super plaisir. Et puis de l'autre côté, notre collaboration avec la RTBF, c'est aussi, je t'avoue, incroyable, tu vois. Quand je vois leur investissement en matériel, mais aussi en moyens humains, et les gens... on l'a vu au hackathon, hein, ils étaient là. C'est incroyable. Et je te dis, il y a des gens, ils sont délégués syndicaux et tout, ils restent avec les gamins jusqu'à 23h, tu vois. Tu vois l'image que tu as de l'extérieur, et en vérité, tu n'as rien à voir. Ils restent avec les gamins jusqu'à 23h. Et ils disaient ça leur fait autant de bien à eux. Ouais. Qu'aux gamins qu'ils encadrent, en fait. C'est ça qui est beau, en fait. C'est que c'est gagnant. Eux, ils se sentent vraiment... il y a un côté qui les remplit, ils se sentent valorisés par rapport au partage, parce qu'ils viennent coacher les gamins. Et de l'autre côté, les gamins, ils prennent tout ça, et s'ils peuvent partager un peu de leur expérience et tout, eux, ça leur permet aussi d'ouvrir leur esprit. Parce que tu sais, ils sont un peu en vase clos, là, ils sont très pros et tout ça, mais dans leur univers, et être challengé par des gamins, c'est super intéressant aussi, tu vois. Et c'est tellement bénéfique pour eux que le nombre d'heures cette année-ci va être doublé d'heures de leur investissement chez nous. Par rapport à l'année dernière, ça va être doublé, parce qu'ils se rendent compte que de leur côté, ça leur amène énormément de choses aussi, tu vois.
Alors Ibrahim, plein de projets, on l'a entendu, mais où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Moi? Toi, ouais. Wallah, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal. Moi, j'ai beaucoup de mal à me voir. Moi, je sais exactement où Mullen Geek va aller. Je sais exactement où Charlewood va aller, tu vois. Mais moi, aucune idée. Je sais même pas ce que je vais manger ce soir, tu vois. Non, je sais pas. Je sais pas où je me vois dans 10 ans. T'as pas de projet en te disant, voilà, je veux passer par Pour là. moi? Pour toi, ouais, Non. bien sûr. Non. J'ai des projets pour Mullen Geek, j'ai des projets pour Charlewood. Pour moi-même, je suis inintéressant dans tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'excite pas moi-même. C'est ouf. Je te jure, ça ne m'excite pas. Je suis pas en mode, ouais, moi je veux être bourgmestre de Charleroi, tu vois. C'est pas mon truc, tu vois. J'arrive même pas à me, je veux pas, non, j'arrive même pas à me projeter là-dedans. J'ai pas de. Tu penses d'abord à tes projets, en fait, c'est ça. C'est d'abord tes projets avant toi, je veux dire. Moi, je suis qu'un outil de mes projets. Tu vois, je suis juste un. Ouais, c'est élégant, mais t'es quand même, voilà, c'est quand même toi qui es le maillon central du projet. Ben, écoute, si tout ce succès et tout ça de Mullen Geek, de Charlewood, de tout ce qui est mis en place, sans ma team derrière, là, il n'y a pas. Bien sûr, bien Tu sûr, vois, bien je te sûr. dis en toute honnêteté. Et moi, je leur dis toujours, moi, je suis un peu, je fais juste Kardashian, moi, tu vois. C'est la Kim Kardashian. Tu me l'avais dit, mais je n'osais pas l'amener. Voilà. Moi, je viens ici devant les caméras, je parle, les gens veulent me serrer la main et tout. Voilà. Le vrai boulot. Il est derrière, bien sûr. Le vrai boulot, les gens qui forment les gens les personnes qui follow nos students parce qu'ils ont un coup vers le bas, qui font en sorte que ça se passe bien, qu'ils leur redonnent l'énergie, qui mettent des activités en place, qui suivent un par un, qui connaissent la vie de chaque étudiant pour essayer d'intervenir pour que tout se passe bien. C'est pas moi. Tu vois. Ouais, je comprends. Moi, je suis, et donc, je te le dis, je suis un outil du truc, donc, de mes projets, mais je me vois pas, j'arrive pas. Pour être honnête avec toi, j'arrive pas à me projeter dans 10 ans. Moi, peux te dire exactement où Mullen Geek sera dans 10 ans. Je peux te dire où Charlewood sera dans 10 ans, ou dans l'ambition et tout ça. Mais de l'ambition par rapport à moi, j'en ai pas. Je trouve pas ça. Ouais, c'est comme ça. Non, mais pas nécessairement l'ambition non plus, mais tu peux dire, ouais, moi, dans 10 ans, j'arrête. Je veux que le projet soit lancé. Je pourrais jamais te dire j'arrête. Je vais arrêter quoi? Tu vois, tu vas me rendre fou, quoi. Non, je veux pas. C'est genre, moi, c'est un exemple, je voulais pas que t'arrêtes. Je ne vois pas les doigts, les orteils en éventail au bord d'une plage. Moi, voilà. Si je prends des vacances, c'est genre une semaine et au bout du 3e jour, je m'ennuie, tu vois. C'est ça. Donc, je commence à rallumer mon PC et tout, tu vois. Donc, ça me fait du bien de me reposer 3 jours, 4 jours, mais après, je m'ennuie. Donc, ouais, il doit y avoir. Je pense que je vais mourir en travaillant parce que j'aime trop ce que je fais, j'aime trop travailler, tu vois. Et c'est bien de temps en temps de prendre. Je pense qu'avec l'âge, je vais commencer à prendre un peu de repos et tout ça. Mais je me dis pas, dans 10 ans, j'arrête. Ou je me vois là dans 10 ans. Pas du tout. Je me vois entrepreneur. Je serai toujours dans l'entrepreneuriat, que ce soit social, sociétal ou de l'entrepreneuriat pur, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais et dans le conseiller les gens, apporter des choses aux gens, quoi. Écoute, il y a tellement de choses qui s'ouvrent avec Mullen Geek là actuellement. Comme je te dis, on accompagne des sociétés à amener l'état d'esprit digital et agile pour leurs employés. C'est un challenge que j'adore, moi, ça. C'est un challenge que j'adore parce qu'elles sont demandeuses et pour moi, ça a du sens. Moi, je préfère amener ça à leurs employés, bien sûr, qu'à un moment, ils se disent, bah, vous savez quoi, on vire, on remplace. Tu vois, et des choses comme ça, pour moi, ça a énormément de sens et ça amène le côté aussi prouver aux gens, déjà aux personnes même que c'est accessible, et puis prouver aux boss que ces personnes-là, une fois qu'elles ont accès, elles sont une plus-value, tu vois. Et donc, ouais, c'est des challenges comme ça où j'essaie d'amener, moi, là où il y a du sens, là où il y a des trucs, comment je vais dire, des challenges un peu innovants et tout ça. Ah ouais, je suis là. C'est là que tu veux aller. Voilà, exactement. Moi, tu me mets derrière, tu me mets derrière un truc avec un truc répétitif, je pourrais pas. Impossible. Non, je pourrais pas. Il faut que tu me donnes du challenge, il faut que tu me donnes un truc innovant, faire autrement, aller un peu à contre-courant. Je pense qu'il y a plein de trucs à améliorer.
Tu vois, innover, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer des choses et parfois rater. Et c'est OK, tu vois. Il faut accepter ça aussi, de pouvoir échouer. Ça, c'est bien aussi. Alors, on change totalement. On en a rigolé aussi quand on s'était vu, mais certains essayent désespérément de te mettre une couleur politique sur ton engagement en disant ouais, il est plutôt là-bas, il est plutôt là-bas, il est plutôt là-bas. Quel est ton rapport justement à la politique sans dire de couleur, de choses comme ça, c'est pas l'objectif, mais est-ce que c'est quand même un milieu avec lequel tu dois travailler beaucoup. Quel est ton rapport par rapport à ça? Moi, j'aime bien tout le monde. Pour être honnête avec toi, moi, j'accueille tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde. Avec nos limites. Il y en a certains qui m'aiment pas, je sais pas pourquoi, mais voilà. Par rapport à la politique, pour être honnête avec toi, je les plains beaucoup parce que c'est un travail difficile, je trouve, tu vois, de devoir toujours négocier avec les autres pour essayer de faire quelque chose. Et ce que tu fais, le résultat, tu le vois pas parce que c'est le suivant qui... c'est le suivant qui... voilà. Tu vois, c'est dur, tu vois. Moi, je suis à Molenbeek, les trucs, je les vois, c'est à la semaine, tu vois. On voit les trucs à la semaine, donc c'est génial, tu vois. Là, donc voilà, moi, il y a ce côté-là aussi. Et puis, il y a le côté, il y a tout l'aspect élection, où tu es obligé d'aller à la rencontre des gens, les voir et tout ça. Et ça, c'est un challenge. Moi, j'adore les gens. Et je préfère les voir quand on a un intérêt commun sur un sujet, tu vois, que ce soit l'entrepreneuriat, l'emploi et tout ça. Mais il y a des sujets où je suis totalement nul. Tu vois, savoir s'il faut un dodane à la rue Sainte-Marie de Mollem, tu vois. Je suis pas le meilleur gars pour polémiquer sur ça pendant 3 heures, tu vois. Donc voilà. Et moi, si je dois me définir, moi, je le dis toujours, je suis un libéral de gauche, moi, tu vois. Donc je suis un gars qui est dans l'entrepreneuriat et tout ça, mais qui ses mains sont à droite dans le libéral et que son cœur est à gauche. Tu vois, c'est une belle manière de définir. Voilà. C'est clair. C'est Molenbeek, quoi. C'est ça. C'est Molenbeek. C'est de l'entrepreneuriat social. C'est de l'entrepreneuriat qui fonctionne et tout, tu vois. À fait. Et avec un public spécifique qui en a besoin, tu vois. Ça. Et c'est cette dynamique-là. Donc moi, j'aime pas. Voilà. Moi, je veux pas te dire que je suis au centre ou quoi. Je travaille d'une manière. De cette manière-là, et si je dois me catégoriser, bien que j'aime pas les trucs, je le ferai comme ça, tu vois. Alors, Ibrahim, on arrive tout doucement à la fin de la partie sérieuse de ce break. Ah, c'était sérieux ça? C'était la partie la plus sérieuse. Ici, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir les épisodes précédents. Donc, on va arriver à l'interro-surprise. L'interro-surprise, c'est simple. Question très très simple, réponse simple ou pas. Donc, c'est à toi de voir. Ok. Généralement, il y a un joker, parce que je pense que tu vas avoir l'occasion de l'utiliser ici. Mais je vais laisser Thomas d'abord ouvrir. Non, on va lui enlever le joker. Il a l'habitude de... on va même lui enlever le joker. On va pas faciliter la tâche. Alors, question, c'est quoi les 3 qualités pour être un bon entrepreneur, pour toi? Les 3 qualités nécessaires. Moi, je pense... il en faut tellement plus. Mais tu dois en prendre 3. Je dois en prendre 3. Écoute, je vais essayer de dire... Curieux. Donc, ok. Curieux, ça rassemble l'écoute et ça rassemble proposer des choses. Ok. Curieux. Je pense qu'il faut aussi avoir une vision claire de où on veut aller. Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir cette vision-là, mais il faut parfois se retirer et savoir où l'entreprise veut aller, où son projet va aller dans les 5 ans, par exemple. Et 3, je dirais persévérant. Persévérant qui ne veut pas dire répéter toujours la même chose. Oui, tout à fait. Répéter différemment, essayer de trouver accepter l'erreur et chercher des solutions. Voilà, exactement, se relever. Pour toi, c'est quoi réussir sa vie? Être heureux. Je t'ai répondu tac au tac. Si t'es heureux, tu as réussi ta vie. Tu peux travailler à Bruxelles Propreté ou comme chauffeur de bus ou peu importe, c'est pas l'argent qui fait le succès. Si tu as le smile, tu te réveilles le matin avec le sourire, tu as réussi ta vie. Ibrahim à la maison, il est comment? C'est un autre gars. C'est un autre gars, il y en a qui peuvent en témoigner. C'est un autre gars, c'est quelqu'un de beaucoup plus apaisé. Beaucoup plus apaisé dans sa stabilité, j'ai envie de dire, dans mon ancrage qui me ramène un peu
voilà, je suis plus au boulot. Il y a mes enfants qui me ramènent dans mon ancrage. Dans la réalité. Dans la réalité, je suis beaucoup plus stable. C'est un peu mes enfants et ma famille, c'est ma stabilité que j'ai besoin, qui me permet d'être beaucoup plus productif, innovant et fou dans mon travail. Proximus TV ou YouTube? Joker, c'est maintenant ou... Tu peux le prendre alors. Je te le laisse pour celui-là si tu veux. Non, écoute, je vais être très clair avec toi. Après, si tu veux, t'acceptes ma réponse, mais les deux, en fait. Vraiment, j'ai Proximus TV. Et YouTube, je l'utilise vraiment quand je fais des recherches sur des choses pertinentes, que j'ai besoin d'une info très claire. Je le fais pas sur Proximus TV, tu vois. Tu regardes encore la TV? Tu as encore le temps de regarder les émissions TV Pour être honnête avec toi, c'est des moments que je passe avec... elle regarde la TV, mon épouse. C'est ça. Donc, c'est ces moments-là où elle met un truc qui est tout à fait pourri et on discute pendant qu'il y a un truc tout à fait pourri qui passe à la télé, tu vois. C'est souvent une émission de shopping où ils retapent des apparts ou des trucs comme ça. Et donc, pendant cette émission... Vous échangez avec la télé. À ce moment-là, voilà, exactement. C'est quoi ton application de smartphone préférée? Je vais être boring, là. Je vais être mes mails. Celle que j'utilise le plus. Ouais. C'est mes mails. Ou sinon, je peux checker et te donner un truc plus fun, si tu veux. Et en dehors des mails? Soyons fous. Il prend son GSM. Pour te donner un truc plus fou. Oh là là, je vais être boring à fond. Donc, si c'est par truc genre... Non, mais ta préférée, c'est pas nécessairement celle que tu utilises le plus. L'application que tu te dis... Donc, tu ne sais pas te passer. Ouais. Ok, pour le moment, je suis beaucoup sur Insta. Voilà, je suis beaucoup sur Instagram. Mais celle que j'utilise le plus, c'est par exemple Spotify. Je suis beaucoup sur Twitter aussi. Je suis très réseaux sociaux. Facebook, je suis de moins en moins dessus. Je suis beaucoup sur LinkedIn. LinkedIn est en train de reprendre un peu sa revanche. Et puis, j'ai découvert une nouvelle app, si ça te dit, ça s'appelle Be Real. Je ne connaissais pas du tout. Mais je m'amuse dessus, c'est sympa. Donc, c'est en gros, tu peux poster une photo par jour et c'est l'application qui te dit quand la poster. D'accord. Et donc, c'est en live que tu la postes. Donc, tu ne peux pas mettre une photo que tu as déjà prise avant. Donc, tu dois prendre la photo. Par exemple, si j'ai la notif maintenant, je dois te prendre toi en photo, elle te prend toi, elle me prend moi. Tu vois. Et donc, il n'y a que tes amis qui peuvent voir les photos. Et tes amis, ils sont obligés de poster leur photo pour voir tes photos. D'accord. Donc, c'est sympa. Et ça s'appelle Be Real. Mais tu dois avoir des amis là-dedans. Ouais, donc, c'est ça. Parfois, tu te retrouves, tu sais, dans des... Moi, parfois, je me suis retrouvé une fois, j'ai posté une photo, j'étais au CA, tu vois. Boum, boum, voilà, et mes amis ont vu que j'étais au CA. Et puis, chacun poste... Ça donne un petit côté... partage, mais vrai. Authentique aussi. Authentique. Alors, je vois mes potes, soit ils sont avec leurs enfants, soit ils sont perdus dans une rue, soit... C'est vrai, tu vois. Et ça c'est sympa. Là, je commence à... Vraiment, je poste quasi tous les jours. Bon, on va l'installer, on va se follow. Je vais m'y mettre. La personne que tu aimerais rencontrer, que tu n'as pas encore rencontrée, mais et que tu aimerais rencontrer. Morte ou vivante? Comme tu veux. Ah ouais, ça fait une différence. Comme tu veux. Comme je veux. Mais ouais, si elle est vivante, c'est genre, il y a encore moyen, tu vois. Bon, moi, je dirais, la personne que j'aimerais rencontrer... Moi, c'est Michael Jordan ou Dr. Dre. Comme ça, tu vois un peu le... T'es pas obligé de dire Michael Jordan ou Dr. Dre, mais... Non, j'ai jamais été un super fan de sport ou de musique. Si, super fan de musique, mais pas au point de rencontrer le gars. Chante, ça me va, tu vois. Mais ouais, j'aimerais bien rencontrer, là, actuellement, quelqu'un qui m'intrigue beaucoup, c'est Elon Musk. Ah ouais. Tu vois, pour voir, mec, pourquoi tu fais tout ça? Il m'intrigue, tu vois, il m'intrigue parce que il fait des choses et parfois il m'inspire et quand il arrive à révolutionner des choses. Et parfois, il est vraiment troll sur Twitter et il rachète Twitter, il l'arrête, il fait... Tu vois, c'est un ouais, l'histoire de Twitter, il y a un truc où on se dit... Voilà, tu vois, et là, j'ai vraiment envie de comprendre, lui poser certaines questions. C'est pas juste le rencontrer, genre, tu me signes l'autogramme, mais c'est Non, c'est ça, ouais, discuter, c'est ça. Je passe avec lui une demi-heure et on échange et il répond à mes questions en mode mec t'inquiète, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça. Là, je dis ok, il est encore là quoi, tu vois. Alors plutôt Union ou Anderlecht? Ouais, on peut pas dire RODM ou pas? Mais je l'ai pas mis parce que je savais que c'était trop simple pour toi. C'est trop évident. Écoute,
Moi, j'ai envie de dire, juste par principe, Anderlecht, parce que l'Union, elle a trop la hype pour le moment, tu vois. Et ça devient un peu bobo, hype et tout ça. Et c'est bien. Mais les gars, voilà, c'est la première année, il faut faire vos preuves. Calmez-vous maintenant. Voilà. Donc, Union, je vous soutiens. Vous avez fait un truc exceptionnel, je le respecte et tout. Mais Anderlecht, c'est quand même un pilier, tu vois. Et je le choisis aussi pour compagnie, tu vois. Il est encore là-bas et tout, donc voilà. Il s'en va, hein. Mais c'est pas grave, là, aujourd'hui, il est encore là-bas. Mais tu peux quand même faire une dédicace au RWDM, hein, bien évidemment. L'année prochaine, les gars. L'année prochaine. On y était presque cette année. C'était à 2 doigts. Hein. C'est à 2 doigts, l'année prochaine. Si tu rencontrais un génie et que tu n'avais qu'un seul vœu. Que moi-même, je puisse réaliser des vœux. Voilà. C'est habile. T'es plutôt crypto ou immobilier? Ah, gros débat là. On a le temps ou pas? Je suis ni l'un ni l'autre. Donc je suis vraiment, j'ai envie de te dire, là actuellement, je suis vraiment contre les cryptos parce qu'il y a certains jeunes qui savent pas ce qu'ils font avec leurs petits sous et ils perdent beaucoup d'argent, tu vois. Immobilier, je suis propriétaire, mais je le suis devenu très tard, genre il y a 4 ans, tu vois. Et donc, pour moi, je trouvais une certaine liberté au fait de payer un loyer. Une liberté dans le changement, dans ce que je voulais faire et tout ça. C'est ça. Je déteste être dans une case. Je déteste être ancré quelque part, enraciné quelque part. Et tu vois, je déteste ça. Ça m'étouffe. Et le fait être propriétaire, ça représentait un peu ça pour moi. En mode, voilà, maintenant c'est jusqu'à la fin de ta vie, t'es là. Non, je peux pas, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai repoussé. T'as reporté. Je payais des loyers. Et l'avantage qu'il y a, c'est que tu peux avoir un petit appart quand t'as pas trop de sous. Quand t'es entrepreneur, ça arrive, tu vois. Et puis, quand ça marche un peu mieux, bah, tu peux prendre quelque chose de plus sympa et des choses comme ça. Donc, il y avait cette liberté-là de payer à la consommation, tu vois. Et mais voilà. Mais la crypto, c'est pas encore prêt. Et je suis contre parce qu'il y a des gamins qui l'utilisent mal. Qui perdent beaucoup de sous. L'immobilier, j'ai envie de dire, moi, si je devais l'expliquer, je dirais aux entrepreneurs, c'est pas une priorité. C'est ça. Voilà. Votre priorité, c'est votre premier employé. Voilà. Alors, tu as interviewé Paul Magnette et Georges-Louis Boucher, parce que tu as toi-même une émission. Ouais. Quelle est l'interview que tu as préférée? Elles étaient différentes. Elles étaient fort différentes. Mais pour être honnête, c'est celle de Georges-Louis Boucher. Il est parti en cacahuète. Bah, honnêtement, moi, j'ai regardé les deux. Et Georges-Louis Boucher, à un moment donné, en fait, tu as l'impression qu'il a oublié qu'il y avait des caméras, en fait. Il est après 3 heures, il fait, je crois qu'elle dure 3 heures d'interview. Celle de Paul, c'était 1 heure. Et franchement, c'était super inspirant. C'est carré, super inspirant. Il sortait des trucs. Il a quand même parlé de certaines choses dont il n'a jamais parlé, tu vois. Ouais. Comme son papa qu'il a perdu très jeune et des choses comme ça, tu vois. Et donc, c'était sympa. Et de l'autre côté, il y a Georges-Louis Boucher, on est rentré dans des débats. En roue libre total, en fait. Il était en roue libre. Mais est-ce qu'il était vraiment en roue libre? C'est ça, tu vois Je le connais un petit peu. Ouais. Je te jure qu'il était en roue libre. Je te promets. Le mec, c'est ça qu'il y a avec lui, il assume, il est franc, tu vois, il lâche. Après, il réfléchit, puis il revient, il dit ouais, ok. Est-ce que à certains moments dans une interview, tu t'es dit putain, pourquoi il dit ça? Bien sûr. Là, mais je lui ai montré des tweets, je sais pas si t'as vu, je lui ai dit mais pourquoi tu tweets ça? Je fais quel est l'intérêt? Et j'explique, tu vois. Et lui, il essaie de m'expliquer, tu vois. Il y avait un tweet qu'il avait fait en disant que le mot islamophobie n'existait pas, n'était pas. Donc, en gros, c'est pas le bon mot. Donc en gros, il disait que c'était pas le bon mot. Et donc, pour certains, ça pouvait dire que ça n'existait pas, l'islamophobie, tu vois. Bref. Et je lui dis, mais quel est l'intérêt de. Ouais, voilà, tu vois. Et lui, il m'expliquait. Il me dit, il faut répéter aux gens et tout, que voilà, c'est sa manière de penser. Oui, et moi, je connais des gens de son équipe qui m'ont bien certifié que Twitter, c'était lui qui gérait son Twitter, quoi. C'est pas. Juste avant l'émission, il était en train de tweeter. C'est pas du fake, c'est pas une équipe de com qui réfléchit. D'ailleurs, parfois, l'équipe de com se tire les cheveux de dire pourquoi il a noté ça sur Twitter. Non, c'est ça, mais c'est vraiment lui qui le fait. Et il avait lancé un tweet aussi
juste avant l'émission. Je l'ai vu, c'est lui qui le fait. Donc voilà. Mais la sienne, je te dis, on était parti plus en roue libre et j'ai beaucoup rigolé pendant Tes équipes ont moins préféré, il paraît, parce que 3 heures d'émission à un moment donné. C'était chaud, je t'avoue, c'était chaud. Mais j'ai beaucoup rigolé. Et donc, le truc qu'il y a aussi avec Georges-Louis Boucher, il faut être clair, je veux dire, humainement, c'est quelqu'un de très appréciable, hein, tu vois. Après, il y a. Après, vous tapez sur Twitter de temps en temps. Exactement, il y a beaucoup d'idées où on n'est pas d'accord. Mais humainement, Georges Boucher, c'est quelqu'un de très, très appréciable. Mais par contre, il y a certaines idées qui sont pas. Qui sont, pour moi, pas acceptables, tu vois. Alors, gagner seul ou perdre en équipe? Difficile, hein. J'ai joué au foot, donc on joue en équipe, tu vois. J'ai jamais joué au tennis, j'ai jamais joué à des sports individuels. Donc j'ai envie de te dire perdre en équipe, mais mon réel sentiment, c'est gagner en équipe, j'ai envie de te dire, tu vois. Gagner en équipe ou à un moment, j'aime pas trop valoriser l'échec. Si tu en retires quelque chose, c'est bien, tu vois. Mais il faut pas le mettre sur un piédestal trop énorme. C'est pour ça qu'il y a ce côté qui me dérange, mais je t'avoue que j'aime bien gagner aussi. Gagner en équipe, ouais. J'aime bien gagner en équipe. J'aime bien gagner en équipe, mais il faut que ton équipe, elle te fasse une confiance aveugle, tu vois, qu'elle soit dévouée, qu'elle te fasse une confiance aveugle. Et là, tu gagnes en équipe, tu vois. Parce qu'à un moment, tu dois jouer seul. Tu vois, c'est comme dans un hackathon, quand tu présentes ton projet, soit tu le présentes, une personne le présente, soit vous le présentez à 7. Ça va être, tu vois ce que je veux dire? Et donc là, tu vas gagner en équipe peut-être, mais ça va être moins pertinent pour le jury. Mais si tu fais confiance à quelqu'un et qu'il le présente bien, là, ça passe bien, tu vois. Et donc voilà, c'est une super dure question, celle-là. C'est une super dure question parce que, pour être honnête avec toi, j'ai jamais joué seul, vraiment. Tu vois, je faisais du foot, je faisais que des sports d'équipe, tu vois. Donc on perdait en équipe, clair. Tu fais pas encore du golf maintenant que tu es au CA de Proximus? Non, c'était avant le CA. C'était déjà fun avant le CA. Mais c'est fou, t'as déjà fait du golf? Non, écoute, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je fais une initiation au golf. Et c'est pas facile comme sport, hein. Moi, j'en fais un petit peu, mais c'est galère, hein. C'est galère, c'est juste contre-intuitif, tu vois. Et j'en ai fait, j'ai eu la chance d'en faire il y a quelques années. C'est un cousin à moi au Maroc qui m'a passé le virus, tu vois. Et il me disait, et puis je lui disais, ouais, c'est facile au Maroc, il fait beau de jouer au truc. Et tu sais ce qu'il me répondait à ça? Il me disait, le golf, ça se joue même s'il fait beau. Tu vois, en gros, ça se joue sous la pluie. Et donc, en gros, le golf, c'est quoi? C'est que tu dois vraiment être totalement détendu. Ouais, c'est ça. Pour avoir le coup le plus fort, le plus loin. Plus fluide. Mais toi, t'as toujours envie de gripper le truc et tout, mais tu arrives à avoir une déconnexion avec ton cerveau, c'est pas mal. Moi, j'ai appris à connaître. J'ai pas encore mon club de golf à la maison et mon truc, mais de temps en temps, je veux dire, allez, 2-3 fois par an, je joue. Ouais, je joue. Petit, c'était quoi ton rêve? À 12 ans, devenir entrepreneur. Bah, tu vas me dire, c'est n'importe quoi. Comment tu peux? Je te jure, je voulais lancer mon commerce. Je voyais les parents d'un ami à moi qui avait un abattoir de volailles et je voulais lancer mon commerce. Je voulais faire du business. Je voulais avoir une Porsche. Tu le savais déjà que tu voulais avoir une Porsche. Ouais. C'était mon objectif. Il était juste financier. Ouais. À l'époque, c'était juste financier. Je veux une Porsche. Je veux une Porsche. Et j'avais déjà comme objectif, c'était très bête, hein, c'était genre, c'était en francs belges à l'époque, je devais gagner 5000 francs belges par jour, donc 125 €, ok. Donc je devais trouver un moyen pour gagner 5000 francs belges par jour pour pouvoir avoir ma Porsche. Et je devais développer mon business pour que j'arrête de travailler à 35 ans. Ça a bien changé par rapport à ce que tu nous as dit il y a quelques minutes. J'avais 12 ans, tu vois. J'avais 12-13 ans. Je savais pas c'était quoi le boulot. Mais est-ce que tu as eu ta Porsche? J'aurais pu en avoir. J'aurais pu en avoir, mais je l'ai pas fait. Mais j'aurais pu en avoir. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Spotify. Justement, t'écoutes quoi sur Spotify? Des podcasts. T'écoutes même plus de musique? Boring. Non. Ah, mais si, j'ai un truc. J'écoute ma playlist like. Donc, à chaque fois qu'il y a un truc que j'aime bien, je like. Il y a tout dedans. Il y a vraiment tout. Il y a du... éclectique, quoi. Billy Joel. Il y a du Nirvana. Il y a du...
Il y a du... Daluniz. Tu connais Daluniz ou pas? Pas du tout. Mais j'irai écouter du coup. Daluniz, vous connaissez pas? Non. Ok. I got 5 on it, non? Ah ouais, Get Full. Si, ouais, ok, je savais pas. Ouais, non. Donc il y a de tout, c'est vraiment très éclectique. Il y a de tout, il y a même quelques morceaux en français, il y a du Alain Souchon et tout, Full Sentimental par exemple. Donc il y a de tout. J'écoute vraiment tout. Donc ouais, mais par ça, des podcasts tech. Bien, et bientôt le break aussi. Ça doit être sympa d'être dans ta voiture, de faire un long trajet. Je te jure, je suis venu là avec un podcast... en train d'écouter un podcast. Mais j'aime bien rester à l'écoute de tout ce qui se passe et ça me nourrit énormément. J'aime bien rester à jour, tu vois. Alors, on arrive à la fin de l'émission qui devait durer 30 minutes. Ça fait plus de 50 minutes qu'on discute ensemble. Ouais. Ok, les gars. Je prends beaucoup. Hein. Non, mais on t'avait mis un verre d'eau, mais tu ne l'as même pas moi, utilisé. J'ai des réserves, moi. L'émission s'appelle Le Break. Et donc, on pose la même question à chaque invité. Pour toi, c'est quoi le break idéal? Le break idéal. Le break idéal où tu te dis là, je me ressource. Ok. Je pense que j'en ai qu'un, pour être honnête avec toi. J'en ai qu'un et c'est celui-là que je vais vivre, Inch'Allah, mercredi prochain. Donc, je pars. C'est le break où je suis arrivé à un moment dans mon process où je suis très fatigué, tu vois. Mais le fait que je vais avoir mon break me permet encore de donner encore plus d'énergie les derniers jours. De venir travailler les jours fériés. Voilà, exactement. Et c'est le break idéal pour moi, c'est... le soleil, la mer et le calme. Et parce que c'est un endroit pour moi, tu vois, ça, soleil, mer, calme, c'est un endroit que j'ai pas en Belgique. Donc, c'est pas calme au boulot, c'est pas calme à la maison, tu vois, avec les enfants et tout. Donc, le fait de pouvoir avoir cette bulle-là pendant quelques jours. Seul alors? Tu pars seul ou... Non, je pars toujours avec mon épouse, mais elle respecte ma bulle. C'est ça. Vraiment, elle respecte ma bulle. Elle profite du temps pour elle aussi. Tu as besoin tu vois. de... Voilà. Et c'est genre, j'ai besoin de m'ennuyer. C'est ça, je comprends. Vraiment, j'ai besoin de rien faire et de m'ennuyer et de dire, voilà, au fait, j'ai trop de temps, tu vois. Ça, le truc de compter, j'ai trop de temps. Et ça dure combien de temps? 3 jours. C'est 3 jours et puis après je m'ennuie, tu vois. Je m'ennuie vraiment, mais ces 3 jours-là, tu te les donnes à toi et tout et ça fait du bien, tu vois. Ça fait vraiment du bien de pas exister que pour les autres, tu vois. Et quand je dis pour les autres, je parle du boulot ou de mes enfants, des choses comme ça. Et d'exister un peu pour toi et de rien faire et de te ressourcer. Et c'est mercredi. Inch'Allah. Ibrahim, merci. Merci beaucoup pour ce moment. Merci d'être venu. Même quand tu t'es rendu compte que le jeudi de l'Ascension, c'était férié. Donc, t'as essayé d'annuler. Hein. T'as essayé d'annuler, mais... Normalement, je leur ai acheté des pizzas. je les ai gavés de sucre et de gras, tu vois. C'est pour ça que je suis là. Tu vois, là, je vais retourner pour essayer de limiter les dégâts. Mais en gros, je voulais pas qu'ils me râlent dessus, les enfants, parce que c'était un jour férié, tu vois. Je comprends. Et voilà, mais voilà, donc je suis là, ils m'ont quand même laissé ma petite heure de libre. En tout cas, mille merci à toi d'être venu, d'avoir échangé avec nous pour ce 12e break, donc 12e épisode de la saison. Donc, pour rappel, vous pouvez évidemment regarder l'émission, revisionner tout ça en live sur Facebook, mais aussi sur Spotify en podcast, parce que depuis peu, on a lancé l'émission, en tout cas je vais m'abonner. L'audio du break sur Spotify, Google Podcast, enfin c'est disponible partout. Je vais le faire en live. Tu vas le faire en live. Et il va devoir le prouver et montrer à la caméra. Avant de partir, on a une question en fait d'un auditeur, d'un téléspectateur en direct qui dit: Charlewood compte-t-il encore plus se développer au niveau local Carolo et profiter de l'avenir de la future Cité des métiers pour créer de nouvelles fonctions? Donc, Cité des métiers, tu vois un peu le projet. Bien sûr. Est-ce qu'il va y avoir un lien justement avec... Bien sûr, on est déjà en contact avec eux. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'amener un réel ancrage audiovisuel à Charlewood. Mais il y a toutes les opportunités qui vont se créer, par exemple, avec... l'armée qui va investir là, tout à fait. Pas mal de sous autour de la cybersécurité. Ils nous ont contactés par rapport à Charlewood et Charleroi pour trouver des collaborations. Donc la Défense nous a contactés pour ça. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse mettre tout ça en place et amener un maximum d'opportunités aux jeunes Carolo à ce niveau-là. On a un partenariat qui est en train de se lancer
très 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 bientôt. Je te le donne en exclu dans ton émission avec Microsoft sur la cybersécurité, tu vois. Et donc l'idée c'est de pouvoir ramener ça ici aussi et de faire des partenariats avec la défense et d'autres, bien sûr, privés qui sont en train de développer dans ce secteur. Donc actuellement on est juste au début de Charleroi, vraiment au début. L'idée c'est de continuer à développer les projets, les palettes de formation, l'incubateur, les partenariats avec les écoles locales, faire en sorte de ramener vraiment une réelle dynamique technologique Charleroi à Charleroi. Plein de projets pour Charleroi, ce sera le mot de la fin. Voilà, exactement. Merci à vous de poser des questions et d'interagir avec nous. Et on se retrouve dans 2 semaines, ouais. avec un nouvel invité. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut.